Salutations tête de naze, je suis le chef. Ferme les yeux et imagine. Imagine qu'à la fin de Shingeki no Kyojin avec Eren qui lance le grand terrassement, en fait ce ne soit pas la fin, mais le début. Qu'on assiste à cette scène génocidaire cauchemardesque sans connaître tout ce qu'Eren a vécu, ni même pourquoi il fait ça. Et qu'au moment de la fameuse scène avec Armin, lorsque Armin lui demande « Mais pourquoi tu as voulu détruire le monde, Eren ?» Eren, pour s'expliquer, se contenterait de dire « Parce que je suis méchant !» Eh bien, c'est à peu près le délire de The Kingdom of Ruin, l'animé dont on va parler aujourd'hui. C'est l'instant passion. Je sais pas quoi faire, je me fais trop yesh là. Bah t'as qu'à lire un bouquin. Non, c'est relou de lire. Ou alors jouer à un jeu sur ton mobile. Ouais, mais à quoi je joue? Est-ce que t'aimes bien les RPG? Oui. T'aimes bien les épées et la magie? Oui. T'aimes bien les héros avec des voix hyper agaçants qui crient comme des chèvres pour se motiver à vaincre les méchants? Oui. Eh bien, tu devrais jouer à Black Clover M, Rise of the Wizard King. Black Clover M, Rise of the Wizard King est un RPG sous licence basé sous le célèbre manga de Yuki Tabata, disponible le 30 novembre 2023 sur les plateformes mobiles iOS et Android. Plongez dans le royaume de Clover et découvrez le scénario classique de l'anime tout en profitant d'un jeu de stratégie au tour par tour facile à prendre en main. Invoquez vos personnages préférés, formez une puissante équipe de chevaliers mages et lancez-vous dans une grande aventure pour devenir l'empereur mage. Chaque personnage peut lancer ses compétences et exécuter des milliers de combinaisons en collaborant avec les membres de l'équipe, recréant ainsi des combats d'équipe intenses. Choisissez librement les membres de votre équipe pour créer un style de combat unique. Conçu avec le moteur de jeu Unreal Engine 4, le jeu propose des visuels en cel shading de grande qualité servi avec des animations fluides et dynamiques qui rendent vos affrontements épiques. Différents modes de jeu vous attendent comme le mode quête qui reprend le scénario de l'animé, les raids pour des défis avancés, la salle des souvenirs pour affronter des boss, l'arène pour des affrontements en PvP ou bien les défis limités pour faire face à de redoutables ennemis. Les joueurs peuvent également former leur propre guilde et participer à des batailles d'équipe, offrant ainsi de multiples modes de défis pour satisfaire vos désirs de combat. En plus des combats, les joueurs peuvent explorer tranquillement le monde et s'adonner à des activités telles que la collecte d'ingrédients pour la cuisine, la pêche ou juste simplement profiter de nombreux panoramas que le monde propose. L'aventure du jeu comporte un grand nombre de cinématiques fidèles entièrement doublées en japonais avec le casting original de l'anime pour une plus grande immersion dans l'univers de Black Clover. Le lancement officiel du jeu est le 30 novembre, mais les préinscriptions de Black Clover M, Rise of the Wizard King sont ouvertes. Cliquez sur le lien en description ou scannez ce QR code. Préinscrivez-vous maintenant pour obtenir 30 tirages et une mimosa SR ainsi qu'une tenue unique gratuitement. De plus, ne manquez pas la chance de remporter un iPhone 15 en réservant votre place dès aujourd'hui. Tous les liens sont dans la description et en commentaire épinglé. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. The Kingdom of Ruin, Ametsu no Okoku de son nom japonais, est une série de manga par Yoru Hashi. Elle est prépubliée dans le Monthly Garden de Mag Garden depuis avril 2019. Une adaptation en série d'animation produite par le studio Yokohama Animation Laboratory et diffusée depuis octobre 2023 sur Crunchyroll. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai vu que les 7 premiers épisodes, mais il faut quand même qu'on en parle. Ah, j'en ai besoin, il faut que ça sorte, faut qu'on en parle. Je trouve ça très intéressant. Mais avant, de quoi qu'est-ce que ça parle donc? Eh bien, je vais te le dire. Oui. Les humains ont toujours compté sur les sorcières et leurs pouvoirs tout en les craignant, mais devant les avancées scientifiques et technologiques des humains, les sorcières sont devenues inutiles. Les humains étant devenus supérieurs, ils ont commencé à les traquer et les éradiquer. C'est ainsi que débuta la chasse aux sorcières. Adonis, un jeune humain, ainsi que son mentor Chloé Morgan, la célèbre sorcière des glaces, cherche à fuir l'empire de Lydia. Malheureusement, l'empire a développé une nouvelle technologie téléportant directement les deux personnes sur une place où sont rassemblés l'empereur et des milliers d'habitants. La sorcière et son disciple humain ne pouvant plus se servir de la magie, Chloé finit par être tuée par l'empereur et Adonis fut emprisonné. 10 ans après, en raison d'une mutinerie dans l'une des prisons les mieux gardées de l'empire, l'un des plus grands fléaux des humains parvient enfin à se libérer. Il est enfin temps pour le disciple de la sorcière, Adonis, de se venger et de détruire la race humaine. En gros, c'est ça l'histoire. Nous sommes donc face à une série qui met en scène le massacre, l'extermination d'un peuple par un autre sous le prétexte que ce peuple aurait un pouvoir d'origine mystique potentiellement dangereux qui freinerait à la fois l'évolution, l'expansion et la liberté de l'autre peuple. Et avec un héros taciturne animé par la vengeance. On l'a vu très récemment, avec par exemple Shingeki no Kyojin, que ça pouvait donner de très bonnes histoires. Bah oui, on l'a vu clairement, avec des thématiques comme ça, on peut avoir de la masterclass, comme disent les jeunes. Mais est-ce le cas ici? Et à vrai dire, je suis partagé. D'un côté, j'ai envie de te dire que c'est un nanar d'attardé, donc que c'est complètement nul, mais en même temps j'ai envie de te dire que c'est génial et que c'est une masterclass, justement parce que c'est un nanar d'attardé.
C'est pas facile. Pourtant, au départ, dans les genres 2 premiers épisodes, on va dire, bien que l'introduction semblait un poil caricaturale et cliché, la série semblait afficher une certaine ambition, en brandissant, comme je le disais plus tôt, des thématiques assez sérieuses, telles que la discrimination, la peur de l'autre, la vengeance, le deuil, etc. On y oppose le monde des humains de plus en plus industriel et technologique à celui des sorcières, plus spirituelles, mystiques et proches de la nature. On oppose une société très masculine, ambitieuse et dominatrice à une société féminine basée sur l'amour, le don et l'entraide. Technologie et progrès face à la magie et la tradition. De même que de faire du héros Adonis un humain disciple d'une sorcière, un perso pris entre deux mondes qui marque à la fois leur séparation mais peut aussi représenter un pont entre les deux, tout en étant animé par la vengeance et le deuil. Ça aurait pu être très stylé. Le problème, selon moi, c'est que cet animé semble manquer cruellement d'une chose pourtant essentielle pour différencier une œuvre nanardesque d'une œuvre potentiellement de qualité. Je parle bien sûr de la subtilité. L'animé veut tellement à tout prix être trash et choquant qu'il en fait 10 fois trop pour être crédible. Tout est extrême de manière bien trop gratuite. On n'y croit pas une seconde. Bon, là, si vous n'avez pas encore vu l'animé, je vais un peu vous spoiler comme un bâtard, mais c'est nécessaire pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc c'est parti. Après 10 ans, Adonis parvient à s'enfuir et à récupérer sa plume qui lui sert à faire de la magie. Il l'utilise pour invoquer un titan qui écrase tout le monde dans la ville de Nightmare. Oui, parce que la capitale des méchants s'appelle Nightmare. Avec l'accent. Ça veut dire cauchemar en français. Subtil. Adonis s'en donne à cœur joie et massacre allègrement tout ce qui bouge, femmes, enfants, animaux de compagnie, rien à foutre. Et il fait tout ça en se gaussant comme une baleine, en criant qu'il déteste l'humanité et que tout le monde allait crever pour avoir tué Chloé. Doroka, une sorcière qui a fui en même temps que lui, tente de le raisonner, pour qu'il arrête ce massacre aveugle. Au moment où on croit qu'elle parvient enfin à le raisonner, bim! Elle se fait éclater par un tir de sniper et elle crève en s'informant Adonis qu'il peut ressusciter Chloé. Juste après, on voit Adonis se faire éclater puis décapiter par une femme soldat. On se dit « Oh non !» Mais en fait, la femme soldat était une sorcière infiltrée qui a créé un double d'Adonis pour en réalité lui permettre d'être emmenée dans la base secrète des sorcières survivantes sur la Lune, au milieu de laquelle il y a un arbre à sorcières. Ils ont besoin d'Adonis et de sa magie d'incantation, ainsi que de ses souvenirs avec Chloé, pour ressusciter Chloé, parce qu'en fait, les sorcières naissent comme des fruits qui poussent sur cet arbre. Donc, on se dit chouette, il va retrouver son ami et vivre heureux pour toujours. Sauf que non. En fait, il décide de ressusciter Doroka pour payer sa dette. Et aussi parce que comme il compte détruire le monde, bah ça sert à rien que Chloé revienne en fait. Le monde est trop pourri pour elle, donc ça sert à rien. Là, on pourrait se dire, tiens, intéressant comme développement, enfin un petit peu de subtilité. Sauf que non, en fait Adonis a décidé de poucave les sorcières, du coup les humains débarquent sur la Lune et ça calage comme à Marseille. Malgré leur pouvoir magique, elles se font enculax sale. À tel point qu'Adonis combat Yamato, le lieutenant des méchants, dans un lac de sang de sorcières. Doroka tente à nouveau d'apporter la paix en tendant la main à Yamato en mode « Un monde en paix, serrons-nous la main » puis bleh, Adonis plante Yamato par derrière en plein dans sa grosse tronche. Ensuite il arrache la peau de son visage et l'utilise comme un masque pour appeler la Terre en face cam et leur dire que c'est bon, toutes les putes de sorcières sont mortes, on peut de nouveau les téléporter sur Terre. Puis il arrive sur Terre avec Doroka. Bon, je vais m'arrêter là pour le résumé, il t'a semblé grossier, mais en fait, pas tant que ça en fait, hein, c'est assez fidèle à ce qui se passe dans l'animé, je pense que t'as compris. C'est débilement exagéré et le plot part un petit peu dans tous les sens en fait. Adonis est un personnage qui est complètement débilement écrit, je suis désolé, il n'y a aucune subtilité dans le perso, le gars est le héros, mais en même temps il est méchant parce que le monde l'a fait souffrir et qu'il doit se venger, bon, allez. Bon, c'est classique, mais d'habitude quand on écrit ce genre de personnages qui font le mal parce qu'ils ont été blessés par le monde, on essaye de les rendre quand même un minimum sympathiques aux yeux des spectateurs. Il faut que les spectateurs éprouvent de l'empathie à leur rencontre. Lorsqu'Eren décide de détruire le monde dans Shingeki no Kyojin, c'est clairement devenu le mal absolu. Mais nous avons quand même de l'empathie pour lui parce qu'on a pris la peine de nous présenter un personnage subtil, complexe, avec plusieurs facettes. On a pris le temps de nous présenter un vécu et une réflexion qui l'ont conduit à commettre ces actes atroces. On ne cautionne pas, évidemment, mais
comprend un petit peu plus. Là, ok, la scène d'ouverture de l'épisode 1 avec Chloé qui se fait humilier et exécuter de manière cruelle devant tout le monde est un événement traumatisant qui justifie à lui seul la rage d'Adonis, mais après avoir commis un premier massacre dans la ville. On aurait été en droit de se dire qu'après avoir commis son premier massacre, le mec se serait un petit peu calmé, aurait pris le temps de prendre du recul sur ce qu'il venait de faire et sur ce qu'il allait faire par la suite. Mais que nini, le gars, on lui offre même une porte de sortie en lui disant qu'on peut ressusciter la meuf que tu veux, que tu veux venger. Donc on se dit, il a une porte de sortie, il va pouvoir vivre heureux et tout ça. Mais non, le gars non seulement il refuse cette porte de sortie, mais en plus il s'arrange pour que les potes de la meuf qu'il aime se fassent toutes massacrer. Ça n'a aucun sens. Alors que les sorcières n'y sont absolument pour rien dans la mort de Chloé. Alors certes, elle l'avait plus ou moins bannie parce qu'elle avait pris un humain comme disciple, mais ça reste quand même un peu fort de café de tous les tuer pour ça. Et surtout, c'est pas un choix logique stratégiquement parlant, ni même narrativement. L'histoire nous vend un conflit entre humains et sorcières, entre magie et technologie. Et en fait, le conflit est réglé en 2 coups de cuillère à peau au bout de 6 épisodes seulement. Le héros n'est plus seulement un être meurtri animé par la vengeance, c'est devenu un salopard avide de meurtre sans presque aucun discernement. Il est absolument détestable. Et il est tout à fait possible de faire une histoire intéressante avec un protagoniste absolument moralement détestable, moralement répugnant. C'est le cas avec Ryo, le protagoniste du manga Coq de combat. Le mec est une ordure. Il vole, il viole, il tue, il triche, il ment, il arnaque, il fait tous les saloperies possibles et inimaginables. Et pourtant, l'histoire est intéressante, on arrive à suivre ce personnage. On le déteste, on a envie de le voir perdre. Mais rien que pour ça, pour le voir avoir enfin la monnaie de sa pièce, on continue à lire. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, l'extrémisme de Ryo est contrebalancé par tout le reste des personnages qui sont beaucoup plus dans la nuance et dans la subtilité. Oui, que ce soit les personnages secondaires ou que ce soit même le déroulement du récit, eh ben c'est plus nuancé, c'est plus subtil, donc ça contrebalance avec l'extrémisme du perso principal. Le problème d'une série comme The Kingdom of Ruin, c'est que tous les personnages dedans sont hyper caricaturaux et pas subtils du tout. Tous les personnages, je dis bien tous, sont dans l'excès. Intéressons-nous à la waifu de l'animé. Doroka, gros nibar, cheveux roses, mini-jupe. Elle est débilement optimiste et gentille. Elle croit en la paix et la réconciliation entre les peuples d'une manière beaucoup trop naïve pour être crédible. Et par-dessus tout, son pouvoir c'est quoi? Je te le donne en 1000, la magie de l'amour. Sans déconner, la magie de l'amour. Sérieusement. La meuf a vécu, a survécu et a vu les pires sévices. Elle voit ses sœurs se faire massacrer, littéralement. Et alors qu'elle a le pouvoir de les sauver, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est dire « Pousse, faisons-nous un câlin ». Adonis est très clairement et concrètement le principal responsable du génocide des sorcières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sorcières, elles sont toutes mortes quasiment, vraiment, il doit en rester 3 ou 4 qui se battent en duel, c'est tout. Et elle, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de le suivre et de prendre soin de lui en essayant d'éveiller des sentiments chez lui. Elle essaye de réveiller son humanité, alors que le gars est une ordure finie et qu'en plus, par-dessus ça, il la traite comme la dernière des merdes. Ça n'a aucun sens, cette relation. Oui. Alors, dans l'épisode 7, on voit bien que Doroka est là pour contrebalancer la noirceur d'Adonis. Mais c'est ça le souci. Adonis est tellement trop un Dark Sarzuke que pour compenser, t'es obligé de mettre une pure poufiasse neuneu à gros nichon. Ça contraste rien du tout en fait, ça fait que grossir le trait encore plus. Et on n'est vraiment pas à l'abri que l'animé nous fasse une Goblin Slayer. Rappelle-toi des premiers épisodes de Goblin Slayer où c'était hardcore du Nord, ça éventrait, ça violait des jouvencelles avec les gobelins, en fait c'est des saloperies. Ça parlait en mode un peu Grimdark Fantasy, on partait là-dessus. Et puis au bout de quelques épisodes, c'est devenu une espèce de slice of life hyper coloré avec plein de waifus de toutes les couleurs, de toutes les tailles et formats. Donc on n'est pas à l'abri de ça avec Kingdom of Ruin, le truc part tellement dans tous les sens que ça pourrait très bien devenir ça. Je te le dis, cette série, l'histoire de cette série part tellement dans le n'importe quoi que c'est tout à fait possible. Mais en même temps, c'est justement ce délire n'importe quoi over the top qui peut rendre la série presque addictive à regarder. Chaque épisode ou presque se termine par un cliffhanger débilement abusé, mais toujours inattendu. L'histoire va dans tous les sens, les persos font n'importe quoi dans un torrent de violence absurde qui ose jamais vraiment être ultra gore. Je me suis tapé des giga fous rires devant tant de débilité. On ajoute plein de nouveaux persos juste pour les faire mourir de la façon la plus cruelle et dégueulasse possible la scène d'après. C'est presque jouissif. En plus, dans les derniers épisodes, on sent bien qu'il y a un délire de multiverse qui commence à arriver. Alors je ne sais pas où ça va ce délire,
Mais on va y aller, et ça va être fandard. Ah oui, et je précise, à ce stade, on sait toujours pas pourquoi l'empereur a fait buter toutes les sorcières. C'est ça qui est dingue. Oui, on sait même pas pourquoi. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'au final, je conseillerais de mater The Kingdom of Ruin? Eh ben, tout dépend. Si t'es fan de séries d'animation avec une mythologie complexe, une écriture subtile et des personnages profonds, non, perds pas ton temps avec ça. En revanche, si t'adores les bons gros nanars bien teubés, bien débiles, bien exagérés, alors là, tu peux y aller, tu vas te régaler. Ah, tu vas te fendre la poire, tu vas te taper le cul par terre. Moi, à chaque épisode, j'en rate aucun. Je rigole à chaque fois. C'est incroyable, oui. Bref, c'était mon petit avis, mes premières impressions sur l'animé The Kingdom of Ruin. J'en ai parlé et je l'ai regardé parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages sur ma chaîne Spatulbro qui me disaient hey, « regarde The Kingdom of Ruin, c'est le banger de la saison !» Regardez Frieren, c'est mieux. Mais en vrai, Kingdom of Ruin, c'est rigolo. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire d'intérêt pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt sur le Chef Otaku pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.